Bonjour à tous. Nous avons tous notre définition, notre représentation de l'art parce que nous avons tous été touchés au moins une fois par une création artistique. Une mélodie, une peinture, un film, peu importe. Et c'est normal parce que l'art est fait pour ça, il est fait pour toucher les sens et les émotions du public. Et en ce sens, l'art africain est la quintessence de ces valeurs portées par la représentation artistique parce que l'art africain est tellement pluriel qu'il touche tout ce qui fait société en ayant même parfois des fonctions religieuses, sociales, politiques, économiques, historiques, voire même thérapeutiques. Méconnu et souvent cantonné à quelques masques effrayants et autres éléphants sculptés, l'art africain est bien plus riche que ça. Il suffit de constater l'influence qu'il a encore sur les créations contemporaines, sans parler des expositions et des galeries d'art spécialisées dont il fait les beaux jours. Victor Hugo disait qu'avec l'art, il n'y avait pas de frontières, et ce n'est pas mon invité qui va nous dire le contraire. Et mon invité, c'est vous, Victoria Mann, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et présidente d'AKA, alors qui est l'acronyme d'Also North Africa, AKAA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en préambule, on a tous notre représentation de l'art. Quelle est votre définition de l'art africain ? C'est une bien grande question, n'est-ce pas, n'est-ce pas Déjà, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Je dirais que j'en ai pas une de définition de l'art de manière générale et de l'art contemporain africain, mais plusieurs. Et c'est justement cette diversité d'angles, cette diversité d'approches, cette diversité d'inspiration qui, pour moi, fait la richesse de ces scènes artistiques que nous défendons et que nous valorisons à travers notre travail. D'accord. Mais alors, effectivement, avoir une seule définition de l'art, c'est un peu compliqué. Comme je le disais, il est pluriel, il est multiple. Mais en soi, qu'est-ce que c'est l'art africain ? En comparaison peut-être aux arts occidentaux, asiatiques, quelle est la différence? Sur quoi il y a quelque chose qui diffère? Alors, je vais complètement vous rentrer dedans par rapport à cette question et vous dire qu'il n'y en a pas. D'accord, ben voilà, c'est une réponse, oui, tout simple. Et différencier l'art et son impact sur l'humanité par rapport à son origine, Afrique, Occident, Océanie, pour moi, ça n'a non seulement aucun sens, mais aucune. Ce n'est pas intéressant. D'accord. Parce que l'art est censé toucher la personne qui le reçoit, peu importe d'où il vient. Et moi, je suis touchée par certaines choses. Vous êtes touché par d'autres choses. C'est pas forcément les mêmes choses, mais c'est pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de catégorisation et c'est compliqué de ranger l'art par rapport à d'où il vient. L'artiste est unique. Voilà, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'aime pas l'art africain parce qu'il est africain, on aime parce que c'est de l'art, ou on l'aime pas parce que c'est un art qui ne nous convient pas, quel qu'il soit et d'où il vienne. Exactement. Voilà. Alors, je vais quand même insister. Quel est votre coup de cœur à l'art africain? Comment avez-vous découvert cet art originaire d'Afrique? On va peut-être préciser les choses. Comment c'est venu ce coup de cœur et comment c'est venu cette implication de votre part dans cet art? C'est venu à travers principalement des rencontres. Alors déjà, je pense que j'avais une prédisposition à être émerveillée et intéressée par le monde des arts, parce que tout simplement, je viens d'une famille d'amateurs d'art, de collectionneurs d'art. Vous avez fait des études d'art, je crois? J'ai fait des études d'art, j'ai grandi dans un milieu où l'art avait une place très très importante. Ce n'est pas un environnement méconnu pour vous, quoi. Non, ce n'est pas, c'était familier, mais l'Afrique et les scènes artistiques de ce continent, ma première rencontre, ça a été à travers une artiste que j'ai rencontrée pendant mes études, qui est nigériane. Que j'ai rencontré dans un colloque suivi d'un dîner dont le travail m'a absolument fascinée, dont le discours m'a énormément touchée et qui a interpellé ma curiosité sur les arts contemporains d'Afrique dont on parlait très très peu à l'époque. C'était il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, j'étais aux États-Unis, on n'était pas encore dans le même engouement mondial pour l'art contemporain africain.
Et tout ça m'a intéressée. Et petit à petit, avec un travail de fourmi, de curiosité d'abord personnelle, puis que j'ai transformé en contexte d'études, j'ai découvert ces scènes artistiques. Et c'est là où j'ai su que je voulais développer mon parcours professionnel à les promouvoir. Donc ça, c'était il y a 15 ans, vous venez de le dire. Donc à peu près 10 ans après, vous avez créé AKA. Oui, grosso modo. Pas au jour près. Alors, comment ça, AKA, pourquoi d'abord? Pourquoi créer cette foire multiple d'art contemporain africain? Parce que là, on ne parle pas d'art ancien, on parle bien d'art contemporain. On va revenir sur l'art ancien africain pour une autre raison, mais il faut bien faire la distinction de ces deux environnements, enfin de ces deux, comment on dit, de ces deux biais, de ces deux sillons culturels un petit peu. Comment vous avez débuté? Alors, c'est 2015, la première foire, sauf qu'elle n'a pas eu lieu, malheureusement, pour les raisons des attentats de Paris. Donc 2016, première fois, AKA. Combien d'artistes, combien de personnes, comment ça s'est passé, comment vous avez démarré ça, toute seule Alors à la base, l'idée, à la sortie de mon parcours d'études, avait été de créer une galerie. De manière très traditionnelle, comment est-ce qu'on entre sur le marché de l'art? Eh bien, on ouvre une structure. Là, on est dans la continuité de votre histoire personnelle. Voilà, presque. Exactement. Avant de me lancer sur un projet propre, j'ai voulu avoir une expérience professionnelle dans le marché de l'art. J'ai travaillé moi-même pour une galerie d'art contemporain internationale et j'ai beaucoup travaillé sur les foires que cette galerie faisait. C'est là où j'ai découvert et compris le fonctionnement et le rôle des foires dans le marché de l'art. Et c'est à ce moment-là qu'il m'est venue l'idée de créer plutôt une plateforme à Paris, à la fois commerciale et culturelle, pour défendre ces scènes artistiques, et une plateforme qui n'existait pas à l'époque. J'ai donc lancé ce projet. Je ne l'ai pas lancé seule, c'est un projet d'envergure. Je l'ai lancé tout d'abord avec ma mère, qui a trouvé l'idée fantastique et qui a bien voulu m'accompagner sur certaines facettes, certains rouages du projet. On a monté une équipe fondatrice, on a écrit une histoire, on a écrit un message, on a écrit une vision. Et on a travaillé et on a monté cet événement tout en apprenant au fur et à mesure, mois par mois, semaine par semaine, comment se monte un tel événement. Et comment il a été perçu au tout début, cet événement? Vous avez été plutôt agréablement surpris par l'impact qu'il avait auprès des artistes, auprès de la communauté africaine, auprès même des amateurs d'art, quels qu'ils soient, ou pour le coup, non, vous avez vraiment dû batailler pour pouvoir permettre aux gens d'accepter qu'une foire d'art contemporain africain avait sa place à Paris, ce qui semble logique, mais peut-être que, je ne sais pas, je pose vraiment naïvement la question. On était plutôt sur quel penchant? Un peu des deux. On a créé cet événement avec énormément d'enthousiasme autour de l'événement, parce qu'on a ressenti qu'il y avait une vraie curiosité, un vrai désir d'en savoir plus. Quand on est allé solliciter partenaires, galeries, professionnels, potentiels visiteurs, acheteurs, on a vraiment senti que l'idée plaisait, interpellait et qu'ils répondraient présents. Heureusement, parce que sinon, ça n'aurait pas été... On aurait fait une édition. Voilà, ou pas. Donc oui, il y a un enthousiasme certain, et cependant, comme tout nouvel événement, il faut créer un lien de confiance, il faut convaincre, il faut prouver qu'on est sérieux, il faut prouver qu'on est pérenne, il faut prouver que ce n'est pas juste une idée en l'air parmi tant d'autres qui n'a pas de vision et de possibilités à long terme. Et puis, il a fallu aussi à l'époque convaincre sur Paris,
Paris aujourd'hui qui semble Quand vous dites convaincre Paris, c'est... s'envoler sur le contexte du marché de l'art. Paris aujourd'hui, des énormes galeries ouvrent des galeries, de nouveaux espaces à Paris. Art Basel vient s'implanter à Paris. Paris aujourd'hui est sur la carte et de manière très très centrale du marché de l'art. Il y a 10 ans, Paris c'était plus compliqué. Paris c'était pas le lieu le plus évident pour le marché. Il fallait convaincre là-dessus aussi. Donc c'était aussi un challenge. Alors, je le disais tout à l'heure, l'art est pluriel. Comment vous sélectionnez vos artistes? Est-ce que vous avez des thématiques? Est-ce que vous faites un événement autour d'une région, autour d'un peuple, une ethnie? Comment ça se passe? Alors le message de la foire, avant de vous donner un peu le pourquoi du comment du fonctionnement, le message, la vision de la foire, c'est de défendre le lien revendiqué au continent africain dans le travail d'un artiste. D'accord. Donc le critère de géographie, le critère d'origine d'un artiste n'est pas le critère principal pour être présent dans la foire. On n'a pas obligé d'être africain pour participer, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est peut-être le paradoxe d'une foire d'art contemporain africain, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'enlever la géographie de l'équation. C'est de parler de liens, c'est de parler de dialogue, c'est de parler de confrontation entre un continent, le reste du monde, et de regarder, d'analyser les regards croisés entre ce continent et le reste du monde. Et si vous me dites que vous enlevez le lien géographique, c'est qu'il est tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter aussi. Non, justement. Je pense que c'est plus par rapport au fait que enfermer des artistes dans une boîte délimitée par les frontières d'un continent ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est le côté unique et le côté complètement indépendant de chaque artiste à choisir de... L'interprétation propre à chacun, en fait. Bien sûr. Et bien évidemment, on a beaucoup d'artistes du continent dans notre foire parce que le lien identitaire, le lien culturel, le lien d'histoire, de mémoire collective est un sujet que l'on retrouve chez beaucoup d'artistes. On est très inspiré par chez soi, on est très inspiré par sa culture. Donc bien évidemment, la présence des artistes africains du continent africain et des diasporas immédiates est majoritaire, mais pas que. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait la richesse et la diversité de notre foire et qui lui donne ce cachet international. Alors là, on parlait d'art contemporain, qui est votre spécialité, l'art contemporain africain, mais quand on parle d'art africain, souvent, on en parlait juste avant l'émission, quand j'ai préparé l'émission, à chaque fois que je voyais écrit art africain, je voyais écrit en même temps restitution, vol, colonisation, ce qui n'est pas faux en soi. Au mois de mars dernier à Montpellier, un masque Fang. Alors le masque Fang, on va peut-être le voir à l'écran, c'est ce masque-là. Le masque Fang, qui est un peuple installé au Gabon, daté de la fin du 19e siècle, a battu tous les records en étant adjugé 4,2 millions d'euros, sauf que... On écoute. Nous avons des biens qui sont dérobés en Afrique et qui sont vendus ici de manière illégale. Et nous ne pouvons pas accepter que ce bien soit là, ici exposé, alors qu'il a été volé. Nous apprenons qu'il existe aujourd'hui. Nous souhaitons récupérer notre bien. Nous contestons cette vente. Nous avons mené les actions légales nécessaires pour que la restitution de ces œuvres se fasse comme partout en Afrique. Il y a une confusion des genres un petit peu entre l'art africain, que dénonce ce monsieur au travers de la vente qu'il trouve illégitime, et l'art africain contemporain. C'est ce que vous m'expliquiez un petit peu auparavant. Vous êtes confronté à ce genre de réaction quand vous préparez une foire, quand vous préparez un événement. On vous dit oui, mais là, vous avez à vous justifier certaines fois dans le choix de certains artistes ou de certaines créations, ou pas du tout. On est complètement sur deux choses distinctes. Et quel est votre point de vue aussi, même si ce n'est pas votre secteur, votre activité, quel est votre point de vue par rapport à ces polémiques autour des restitutions de l'art africain? Là, on a montré cet exemple de ce masque, mais il y avait aussi tout le royaume de Dahomey au Bénin, qui a été restitué par le Quai Branly, le musée du Quai Branly. On est sur deux domaines distincts, bien sûr
qu'ils sont liés, bien sûr qu'on en parle. Le monde de l'art contemporain ne fait pas la sourde oreille au sujet des restitutions. Et aujourd'hui, si vous me demandez mon avis personnel sur l'importance de la restitution, je vous dirais que oui, elle est importante. Sans pour autant être une autorité scientifique et académique sur le sujet, je pense qu'elle est importante parce qu'on parle de patrimoine, on parle d'héritage. Et il est important pour chaque pays dans le monde de pouvoir conserver et montrer un patrimoine identitaire et culturel pour des générations à venir, parce que l'être humain n'est pas éternel, mais le patrimoine s'inscrit dans le temps et reste bien plus longtemps que nos corps organiques. Et c'est important pour une nation de pouvoir former et de pouvoir avoir cette génération de professionnels qui vont s'occuper de ce patrimoine pour les années à venir. Un pays qui n'a pas de patrimoine ne peut pas avoir de conservateur. Un pays qui n'a pas de patrimoine ne peut pas avoir de musée. Un pays qui n'a pas de patrimoine ne peut pas avoir tout ce contexte culturel qui en fait son histoire. Et bien sûr que ça a des implications économiques, politiques, sociales, etc., etc., etc. Donc, sur la question des restitutions, c'est vrai que c'est important et que ce sont des sujets qui ne sont pas si simples et qui prennent beaucoup de débats. Et je pense que, en tout cas, la France a commencé à avancer dans ce sens-là. Maintenant, si on revient au sujet de l'art contemporain, on ne peut pas parler dans les mêmes termes, on ne peut pas parler de la même chose. Premièrement, nous, on n'est pas seulement une plateforme d'exposition, on est une plateforme de marché. Donc, sur les 4-5 jours de foire que nous organisons, nous facilitons la rencontre entre galeristes, leurs artistes et potentiels acquéreurs. Les transactions se font et puis la foire se termine, la transaction est faite avec l'accord de tous les parties inclus. Et on avance sur autre chose. Les artistes aujourd'hui, les artistes contemporains, sont bel et bien vivants, ont des carrières, décident eux-mêmes de travailler, de collaborer avec des acteurs tels les galeristes pour que se fasse la vente de leurs œuvres d'art et vivent de la vente de ce travail. Comme tout artiste contemporain au monde. Donc, on n'est pas du tout sur le même sujet. Il n'y a pas cette question de spoliation et de vol. Maintenant, effectivement, là où il y a un bémol, où il y a un écueil, c'est que qu'est-ce qui se passe si c'est que des collectionneurs européens et américains, occidentaux, qui collectionnent les œuvres des artistes du continent africain et que donc ces œuvres se retrouvent que dans des collections européennes et donc il n'y a plus d'œuvres de ces artistes localement, etc. Donc là, effectivement, on est de nouveau sur ces questions-là et je pense que c'est aussi de la responsabilité de cet écosystème du marché de l'art sur le continent africain et à l'international, de former et de regarder et de se tourner vers les nouvelles générations de collectionneurs locaux en Afrique, vers les fondations et les institutions qui sont pour l'instant majoritairement privées. Et je l'espère, un jour, les gouvernements qui prendront conscience de l'importance d'avoir des collections publiques pour être sûr que le travail des artistes d'aujourd'hui soit bien présent dans les patrimoines et l'héritage des pays pour demain. Ça a été très clair. Merci beaucoup. On va revenir sur l'art contemporain. Je le disais en préambule, il est au cœur en ce moment, il influence un petit peu tout et tout le monde, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans les arts aussi divers et variés soient-ils. On va regarder un sujet qui revient un petit peu, qui reprend un peu tout ce que vous venez d'énoncer et on en reparle juste après. On regarde.
Réduite à un modèle plastique par l'avant-garde artistique occidentale du début du XXe siècle, la perception de l'art traditionnel africain a changé avec le temps et les connaissances. À Paris, le musée du Quai Branly Jacques Chirac et son exposition Ex-Africa se sont penchés sur la question en donnant l'occasion à 34 artistes de la scène contemporaine actuelle de redonner vie à cet art ancien avec une idée forte, dénoncer une vision primitive de l'art africain. Le point de départ, c'est précisément la dénonciation de cette idée d'art qui serait primitif et qui n'aurait d'intérêt que par rapport à l'histoire des avant-gardes, ce qu'on appelle le primitivisme. Enfin, il suffit d'entendre ce que signifie le mot primitif pour comprendre ce qui ne va pas. Puis dans un deuxième temps, montrer comment les arts anciens d'Afrique ont été emportés dans une sorte de mouvement de consumérisme, c'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme d'aimables objets décoratifs qu'on pouvait reproduire avec une presque industrie du faux très prospère et qui continue encore aujourd'hui. Mais dans un troisième temps, comment les artistes, alors les artistes africains, pas africains, actuels, tous actuels, se ressaisissent de ces formes pour leur donner une nécessité, des significations, des symboliques propres. Un dialogue entre art ancien d'Afrique et art contemporain, pas que pour la forme. Parmi les artistes exposés, le franco-béninois Emo de Medeiros a proposé une vision plutôt moderne de l'art africain traditionnel avec une série d'œuvres qui plongent l'Afrique dans l'ère du numérique. Avec Electro-Fétiche, une version dématérialisée du fétiche ouest-africain, l'artiste installe un dialogue direct avec le visiteur. Dans la dernière partie de l'exposition, appelée Activation, le photographe franco-sénégalais Alioune B s'est interrogé sur l'avenir de l'Afrique avec une série allégorique saisissante sur le rite initiatique. Une œuvre qui nous emmène également dans un voyage plus introspectif. L'artiste invite l'Afrique à reprendre en main son destin et à puiser sa force dans sa culture traditionnelle. Alors, c'était un reportage extrait de l'émission Initiative Africa que l'on retrouve tous les soirs à 20h30 sur Télé Sud. Victoria, on est sur une tendance, là, sur l'art africain contemporain, on est sur une mode ou on est sur vraiment une découverte, voire une redécouverte sur quelque chose de plus profond? Ça fait à peu près 5 ans qu'on parle de risque de tendance, de risque de mode et de risque de passer à autre chose. Et pourtant, année après année, on voit bien que la mode continue, la mode persiste, la tendance est toujours là. Vous voulez dire quoi avec moi, je suis pas. Voilà, je pense pas qu'on puisse parler de tendance. On parle du travail d'artistes. Et ces artistes, accessoirement, ils existent depuis... Non, mais je ne parlais pas par rapport aux artistes, je parlais au marché. J'ai bien compris. Ces artistes, ils existent depuis bien plus longtemps qu'il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, quand on a commencé à en parler. Mais effectivement, le marché, lui, est jeune. Et il est en construction. On parle encore de marché émergent. Alors, il se solidifie, il se stabilise, il grandit. Ses fondations sont de plus en plus inébranlables, année après année. Et il ouvre des perspectives à tous les jeunes artistes, absolument, surtout. Il ouvre des perspectives aux jeunes artistes. Les grands noms, les grands artistes aujourd'hui qui n'ont plus leur preuve à faire sont souvent dans la transmission et dans la main tendue vers les plus jeunes créateurs. Leur montrer que c'est possible aussi. Donc voilà, on est sur un marché qui prend une place de plus en plus importante dans le marché international de l'art. Au niveau de l'Afrique, Afrique francophone, Afrique anglophone, pour faire court, on est sur 2 niveaux identiques. Il y en a qui produisent plus, il y en a qui sont plus exposés. C'est pas le même public, si, non? Je pense que c'est une comparaison qui est compliquée parce que l'Afrique francophone est peut-être plus accessible en France, l'Afrique anglophone est plus accessible dans les pays anglophones, tout simplement grâce ou à cause de cette question de la langue. Quand on va à Lisbonne, c'est l'Afrique lusophone qui est mis
bien plus en avant que d'autres partis. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit plutôt de regarder sur le continent africain quels sont ces quelques épicentres de création où il existe à la fois de la richesse au niveau des créateurs, hein, mais aussi des infrastructures et des écosystèmes artistiques qui permettent à ces créateurs de s'épanouir. Et quand je parle d'infrastructures, je parle tout simplement premièrement de galeries, deuxièmement de centres d'art, de centres de résidence, de musées et évidemment d'acheteurs. Donc vous êtes d'accord avec ce que je disais au début en citant Victor Hugo, l'art n'a pas de frontières, quel qu'il soit. Alors on arrive au terme de l'émission. Pour tous les jeunes artistes qui sont en train de nous écouter, enfin du moins qui vous écoutent et qui sont très attentifs à ce que vous êtes en train de dire, s'ils se disent, moi, je veux participer à ACA, je veux faire connaître, qu'est-ce qu'on fait, comment on vous contacte, et quelle est la démarche? Parce que j'espère et je souhaite, et pour tout le monde, pour les jeunes artistes et pour vous, de découvrir de nouveaux grands talents. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose, c'est de commencer à travailler avec une galerie. Nous n'acceptons pas de candidature d'artistes non représentés en galerie. Ce sont donc les galeries qui candidatent, qui nous envoient des dossiers et qui sont ensuite revus par un comité de sélection composé de 3 personnes différentes qui votent sur la sélection des exposants d'une année en particulier. Donc la meilleure des choses, c'est de se rendre à la prochaine foire ACA qui a lieu du 20 au 23 octobre 2022. Au Carreau du Temple à Paris. Au Carreau du Temple à Paris. Victoria Mann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce TLS Plus est terminé, vous le savez. Écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau TLS Plus. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Téléstud. Bonne journée à tous, au revoir.